Troisième conférence, et donc la dernière de notre journée d'études, qui s'intitule Agir face au génocide, la France, la communauté internationale et leurs responsabilités. Nous accueillons Stéphane Blanc-Rousseau, Guillaume Ancel, Annie Faure, Patrick de Saint-Exupéry et François Robineau pour cette dernière conférence. Merci à tous pour votre présence. Alors, nous rappelons très brièvement le format de la conférence. Donc, chaque intervenant prendra la parole pour 10 minutes environ. Nous vous demanderons de respecter le maximum ce temps de parole. Puis, nous en viendrons aux discussions latérales, durant lesquelles vous aurez l'occasion de revenir sur quelques points, avant de clore donc, la conférence avec un échange sur le public, avec le public. Merci. Alors, Stéphane Blanc-Rousseau, bonjour. Vous êtes historien spécialiste de la violence de guerre et plus particulièrement de la Grande Guerre. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et avez publié en 2016 votre ouvrage Une initiation, dans lequel vous revenez sur votre rencontre en tant que chercheur avec le génocide des Tutsis au Rwanda et notamment votre confrontation à la question française. Alors peut-être pouvez-vous revenir sur l'engagement de la France au Rwanda et sur la nature de cette question française. Merci beaucoup. Oui, les organisateurs et Camille en particulier m'ont demandé de faire un bref rappel donc à destination des étudiants, qui ne sont pas forcément tous versés dans cette question, sur les points effectivement essentiels concernant cet engagement français au Rwanda entre 1990 et 1995. Donc je le fais très rapidement, vraiment. Il me semble que on pourrait regrouper les choses sous 4 chapitres. Premier chapitre, le soutien très appuyé de la France au régime Habyarimana et aux forces armées rwandaises à partir du début de la guerre, à partir du 1er octobre 1990. Ce soutien prend la forme tout d'abord de l'opération Norrois, puis des DAMI, ces détachements d'assistance militaire et d'instruction, qui s'étoffent progressivement et qui font beaucoup plus que de l'assistance militaire et de l'instruction, puisqu'il y a des formes de participation directe au combat. On peut incriminer également la question des livraisons d'armes et très probablement l'armement et la formation des milices. Et en février-mars 1993, ce sommet qui est constitué par la prise en main directe de l'armée rwandaise par un détachement d'officiers du 1er RPIMA, sous le commandement du colonel Tozin, qui prend le commandement littéralement de l'armée rwandaise, que vous avez expliqué de manière très honnête d'ailleurs, sans s'en rendre compte exactement sans doute de ce qu'il disait. Donc il prend le commandement de l'armée rwandaise, le chef d'état-major de l'armée rwandaise n'a plus qu'un rôle nominal avant que, et ceci permet en particulier à l'armée rwandaise, cette aide française, de rétablir les lignes des forces armées rwandaises à un moment où les offensives du FPR se faisaient très menaçantes, très menaçantes et se rapprochaient très dangereusement de Kigali. Dans cette période qui va de 90 à 94, avant le génocide, toute une série de massacres récurrents se produisent. Ils n'ont eu aucun rôle d'alerte vis-à-vis des autorités françaises sur les possibilités d'une extermination de masse. Le deuxième chapitre, bien sûr, c'est le soutien au gouvernement intérimaire Hutu Power, qui est formé à l'ambassade de France avec son aide les 8 et 9 avril 1994, suivi de la réception à Paris du ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire le 27 avril 1994. À cette date, ce gouvernement a déjà sur les mains environ la mort de 500 000 personnes et la poursuite, bien sûr, de l'aide militaire pendant le génocide des Tutsis rwandais, notamment en termes de livraison d'armes. Le troisième chapitre, c'est bien sûr l'opération turquoise. Je vais très vite, à partir du mandat, grâce au mandat du Conseil de sécurité du 22 juin 1994. Ce qu'il faut souligner ici, c'est l'ambiguïté initiale de l'opération turquoise, qui me semble avoir une dimension de co-belligérance non pas très claire, co-belligérance, disons au contraire, cachée dans la semaine du 23 au 30 juin. C'est dans cette période que se produit la catastrophe de l'absence d'aide aux survivants de Bicécéro. Le basculement se fait sans doute entre le 30 juin et le 1er juillet, je veux dire du basculement
de l'opération turquoise en opération humanitaire au sens plein du terme, débouchant sur la création de la zone humanitaire sûre dans le sud-ouest du pays. L'opération turquoise permet le contrôle de la frontière avec le Zaïre. Or, on le sait, ce contrôle a permis le libre passage de tous les responsables du génocide des Tutsis rwandais, quel que soit leur niveau de responsabilité. Enfin, quatrième chapitre, vraiment je vais très vite, car ce n'est pas ici dans une situation de recherche, c'est juste un cadre pédagogique, vous voyez, notamment pour les étudiants un peu au courant des choses. Dans les camps du Kivu au Zaïre, où c'est reconstitué grâce à l'immigration de 2 millions de Hutus à la fin du génocide, où c'est reconstitué une structure de pouvoir politico-militaire, la France a réarmé les forces armées rwandaises vaincues par le FPR sur le territoire rwandais. C'est en ce sens que les agissements de la France ne se terminent pas en juillet 1994, mais se prolongent sur la deuxième année 1994 et au cours de l'année 1995. Voilà donc le cadre que je souhaitais placer de manière extrêmement sommaire. Je vous demande de me pardonner. Je dirais peut-être un petit peu plus parce que plus tard, puisque les organisateurs m'ont demandé de donner quelques conclusions à cette table ronde, j'essaierai donc de le faire en quelques minutes. Très rapidement, je le ferai, je vous le promets, parce qu'il sera très tard, sans doute, dans notre journée. Voilà. Merci. Merci beaucoup Stéphane Lorenzo pour cette intervention et surtout pour le vrai soutien que vous avez apporté à notre journée d'études. Donc Stéphane Lorenzo, vous avez justement préfacé le témoignage de Guillaume Ancel, Rwanda à la fin du silence, qui est paru donc l'année dernière aux éditions Belles Lettres, et que vous qualifiez du terrifiant témoignage d'une impuissance, celle de la communauté internationale, la nôtre. Alors, Guillaume Ancel, vous êtes lieutenant-colonel, ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Vous étiez donc officier de la force d'action rapide, détaché au sein d'une unité de la Légion étrangère, et vous avez participé à ce titre à l'opération turquoise, déclenchée sous la houlette de la France le 22 juin 1994, suite à la résolution 929 du Conseil de sécurité des Nations Unies, une opération militaire qui revêtait alors l'apparence paradoxale d'une opération humanitaire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Guillaume Ancel, nous en dire plus sur la nature exacte de cette opération turquoise? Je vais le faire en 10 minutes, à condition que vous m'entendiez bien. C'est le cas jusqu'au fond de la salle. Je peux continuer comme ça, vous m'entendez suffisamment au fond. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Non, ça va vite. D'abord, il faut rappeler un élément de contexte qui est très important, c'est que si on écoute les décideurs politiques de l'époque, on agit tard au Rwanda parce qu'on est très gêné, empêtré par les résolutions de l'ONU. Attention, quand on nous raconte une chose comme ça d'une main, c'est qu'on ne veut pas qu'on regarde ce qui se passe de l'autre main. De l'autre main, le 22 juin, quand la résolution de l'ONU est enfin obtenue pour une intervention militaire française, il faut se rappeler que le FPR, les forces qui sont opposées au gouvernement Habyarimana, qui maintenant est un gouvernement totalement génocidaire, ces forces sont en train de s'effondrer. Les forces gouvernementales s'effondrent face au FPR. Elles perdent pied. Kigali est assiégée. Et comme par hasard, c'est le moment où on déclenche notre intervention militaire. Je suis stupéfait qu'aucun des responsables de l'époque n'en parle. La semaine dernière, j'étais avec l'amiral Langsad, qui semble avoir oublié ça, comme un certain nombre de choses de leur salon doré où gèrent les stratèges glacés. Moi, j'étais en opération. Le 22 juin, je suis spécialiste des frappes aériennes dans un régiment d'artillerie qui est dédié à la Légion étrangère. Je reçois l'ordre de partir avec cette unité. Mes camarades viennent me briefer pour m'annoncer ce qu'ils n'avaient pas le droit de raconter jusqu'ici. C'est qu'en réalité, ils faisaient la guerre au Rwanda depuis 4 ans. Ils me racontent, Laurent, Sylvain, Jean-Paul, Pascal, comment sous prétexte de formation, ils ont tiré avec des batteries d'artillerie sur les offensives du FPR, en 92 et en 93. Ils ont fait des centaines de morts. Ils ont failli être écrasés par un tir de contre-batterie du FPR. Mais tout ça n'existe pas. Quand vous écoutez l'amiral Langsad, je vous invite à regarder
la vidéo qui est maintenant sur le site de Sciences Po Paris, ça n'a jamais existé. Ce sont juste mes camarades qui l'ont fait. Donc on est entré secrètement en guerre dans les années précédant le génocide, aux côtés de forces qui n'ont jamais caché leur dessein génocidaire. Nous, le 22 juin 1994, quand nous partons, nous recevons un ordre qui est très clair. C'est de préparer un raid sur Kigali, la capitale du Rwanda. Et j'imagine bien que ce n'est pas pour créer une radio libre, mais plutôt pour remettre en place ce gouvernement que nous soutenons depuis des années. Et nous débarquons au milieu des forces génocidaires. Donc la neutralité de notre opération, dès le départ, elle est implosée. Notre ennemi, c'est le FPR. Et dans nos états-majors, le FPR est assimilé comme à l'Élysée aux Tutsis. D'ailleurs, je pars avec les meilleures unités de combat de l'armée française et nous sommes appuyés par des avions de chasse. Drôle d'opération humanitaire. Les légionnaires, avec leur humour très particulier, parce que je suis responsable des frappes aériennes, me disent « Toi, Guillaume, tu seras responsable des frappes humanitaires. » Cette mission sur Kigali n'est pas menée, pour des raisons que j'ignore, mais qui, à mon avis, sont liées à un chaos de logistique, et puis à un vrai sujet de débat, sans doute, à l'Élysée, autour d'eux. Est-ce qu'on ose faire ça dans la communauté internationale ou pas? Ce qui est sûr, c'est que le 30 juin, cet ordre est transformé. Vous allez stopper en faisant la guerre au FPR à l'est de la forêt Nyungwe. Je vais déclencher des bombardements sur les premières colonnes du FPR. Drôle de mission humanitaire. Mais je vous le dis honnêtement, mes camarades et moi, on trouve ça parfaitement normal. Nous sommes des professionnels de la guerre, on nous a envoyés pour faire la guerre, on fait la guerre. Personne ne nous a dit que les forces que nous soutenons sont celles qui commettent le génocide. Et ce bombardement, il est enclenché. C'est-à-dire qu'aux premières heures du 1er juillet, les Jaguars sont en vol. Moi, je décolle en hélicoptère pour aller sur un site de guidage pour guider les frappes, les bombardements sur les forces du FPR. Quand tout est arrêté par l'Élysée alors que nous sommes en vol. Tout est arrêté par l'Élysée, nous l'avons reconstitué plus tard, parce que mes camarades des forces spéciales viennent de retrouver les rescapés de Bicécéro. Vous savez, ceux qu'ils ont trouvés 3 jours avant, le 27 juin, alors qu'on leur avait demandé de trouver l'avant-garde armée du FPR, et qu'ils n'ont trouvé que des morts vivants, des survivants dans les collines de Bicécéro, à qui ils ont promis de venir les secourir. Mais quand ils sont rentrés au PC des forces spéciales, sur lequel je suis installé, ils ont reçu l'ordre de ne pas y retourner, parce que leur mission, c'est de stopper le FPR. Sauf que 3 jours après, mes camarades, excédés par cette situation, qui n'a rien à voir avec ce qu'on leur avait décrit, décident de désobéir sans le dire. Ils décident de se perdre pour retrouver les rescapés de Bicécéro. Et le 30, ils emmenaient suffisamment de journalistes avec eux pour que plus rien ne puisse être caché. Alors le commandement français est obligé de lancer une opération de sauvetage, enfin, de ce qui reste des rescapés de Bicécéro. Entre-temps, les 2 tiers ont été tués. Et l'unité dans laquelle je suis intégré, qui est aussi nombreuse que toutes les forces spéciales, nous sommes 155 légionnaires et 1 artilleur. Nous sommes immédiatement missionnés pour prendre la place des forces spéciales, aller stopper le FPR. Car c'est ça la première mission de Turquoise. J'imagine qu'à l'Élysée, ils ont eu un peu d'émotion en se disant « on a eu le plus grand mal à justifier le fait d'avoir abandonné les rescapés à Bicécéro, c'est le 30, alors 1er juillet matin, raconter qu'on a juste bombardé les ennemis des génocidaires, ça va vraiment être difficile. Et c'est pour ça qu'ils renoncent. Et à partir de ce moment-là, on nous donne, c'est vrai, l'ordre de remplir des missions humanitaires. La compagnie de légionnaires avec qui je suis va protéger le camp de Nyarushishi, et sera parfaitement protégée à partir de ce moment. Nous allons mener des opérations d'extraction de rescapés Tutsis dans la zone humanitaire sûre. Parce que ça, c'est ce que nous faisons d'une main. Le problème, c'est que cette zone humanitaire sûre, elle n'est sûre que pour les génocidaires. En fait, nous avons protégé une espèce de 5e sud-ouest du Rwanda. C'est l'armée française qui protège ce glacis. Ce glacis permet aux forces génocidaires de pouvoir se replier sans être massacrés par le FPR. Ils se replient avec armes et bagages. Ils emmènent même avec eux la radio 1000 collines, la radio qui appelle au massacre. Et quand le gouvernement intérimaire rwandais, celui qui a conduit le génocide,
vient se réfugier dans la zone turquoise. Le commandant de mon détachement, qui s'appelle Jacques Hogarth, qui semble avoir perdu la mémoire depuis, n'a qu'une envie, c'est de les neutraliser. Au moins de les arrêter, parce qu'il sait qu'en face de lui, il a des génocidaires. Il s'en vante. Mais il reçoit un ordre terrible et très strict. Et je vous prie de croire que cet ordre ne vient pas de l'armée française. Cet ordre, il a été pris à l'Élysée. Il a été donné par l'Élysée. Vous allez escorter ce gouvernement jusqu'à la frontière du Zaïre, pour qu'il puisse aller se réinstaller dans les camps de réfugiés. On aurait pu s'arrêter là, ce qui était déjà terriblement compromettant. Mais malheureusement, nous leur avons aussi livré des armes. C'est-à-dire que ces forces génocidaires, qui en plus, après Bicécéro, nous ont fait la démonstration de leur réelle activité, c'est-à-dire de massacrer la population tutsi. Bien, nous allons les réinstaller dans des camps de réfugiés au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, et nous allons leur livrer des armes pour qu'ils puissent continuer leur résistance. J'ai assisté à une de ces livraisons d'armes. Je suis sur la base de Cyangogo, la base de la Légion étrangère, et on me demande de détourner l'attention des journalistes parce qu'un convoi d'armes va partir sur un de ces camps de réfugiés. Et je vois un convoi de camions logistiques qui transportent des containers maritimes, une dizaine, et qui partent vers un camp de réfugiés. Le soir, je demande des explications, je veux comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis absolument pas au courant qu'on livre des armes aux génocidaires. Et là, le commandant de détachement nous dit, oui, c'est un signe de confiance qu'on donne aux phares pour qu'ils ne se retournent pas contre la France. Je veux dire, on réarme ces dingues pour baisser la menace contre nous. Complètement, on marche sur la tête. Et alors, la discussion est stoppée là, parce qu'évidemment, elle n'a aucun sens. On a livré des armes à des génocidaires que nous avons fait se réinstaller dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo humanitaire, une mission de l'ONU. Voilà, c'est ça l'opération turquoise. Vous voyez, d'une main, il y a eu un aspect humanitaire, mais qui a caché ce que faisait l'autre main. Et je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Alors, merci beaucoup Guillaume Ancel pour votre intervention qui nous permet de nous questionner sur la confusion qu'il y a eu, notamment autour de cette idée d'intervention humanitaire de la France. Et cela nous amène à nous poser la question de la médiatisation du génocide des Tutsis rwandais en France. Et pour cela, je vais m'appeler à François Robinet. Donc, vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Versailles, et vous êtes spécialiste des médias en Afrique. Vous avez donc beaucoup travaillé cette thématique de la médiatisation du génocide, notamment dans votre ouvrage « Silence et récits, les médias français à l'époque des conflits africains », publié en 2016. Donc, quelle a été, selon vous, la réception du génocide des Tutsis au Rwanda au moment des faits en France, et quel rôle y ont joué les médias? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs et organisatrices de cette belle journée et de la manière dont vous avez organisé les panels en essayant de panacher les points de vue, les statuts et les types d'expertise. Ça me paraît particulièrement bienvenu et riche. Alors effectivement, la commande porte sur la médiatisation ou les médiatisations françaises du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Et pour ouvrir ce propos, je voudrais faire référence à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme un événement médiatique qui a lieu plus de 5 semaines après le début du génocide, le 16 mai 1994. Nous sommes sur le plateau du 20h de TF1. Et face au présentateur vedette de l'époque, Patrick Poivre d'Arvor, un homme, Jean-Hervé Bradol, présenté comme médecin responsable des programmes de MSF, témoigne de l'expérience qu'il a vécue à Kigali, où, depuis le 13 avril 1994, il a tenté de faire fonctionner un hôpital de campagne. Alors, si Bradol laisse le soin à Poivre d'Arvor de mobiliser le terme génocide, Jean-Hervé Bradol dénonce, je cite, une politique délibérée, systématique, planifiée d'extermination. Il dénonce aussi un massacre planifié de grande ampleur. Et avec la légitimité de celui qui revient du terrain, il explique à quel point, je cite de nouveau, les responsabilités de la France sont particulièrement écrasantes, car les gens qui mettent en œuvre cette politique planifiée, systématique d'extermination, sont financés, entraînés et armés
par la France. Il explique enfin que face à l'absence de réaction et de condamnation des autorités françaises et de la communauté internationale, son organisation, Médecins sans frontières, a décidé d'écrire une lettre ouverte au président de la République, François Mitterrand, afin de sortir de cette absence de réaction qui, selon lui, et je le cite une dernière fois, est une véritable politique d'incitation à ce que le meurtre et les massacres continuent. Alors, cette lettre ouverte est publiée dans Le Monde le 18 mai 1994. Elle mobilise quasiment le même type d'argumentation, avec de nouveau des termes très forts. Je cite un court extrait de cette lettre. Il ne s'agit pas d'une guerre ethnique, mais de l'extermination systématique et programmée des opposants à une faction soutenue et armée par la France. Comment imaginer que la France ne dispose auprès de ses protégés d'aucun moyen pour faire cesser les massacres? Alors cette prise de parole soulève la question des liens étroits qui existent en France, en plein cœur du génocide, entre la médiatisation, sur laquelle je vais essayer de vous apporter un certain nombre d'éléments, et puis peut-être de manière un petit peu plus complexe à explorer sur les questions aussi de prise de décision politique et de communication politique. Et il y a 3 points que je vais essayer d'aborder, en tout cas sur lesquels je vais essayer de vous donner quelques idées. Alors le premier point quand même, c'est vous rappeler que cette prise de parole incarne un retournement assez fort dans la médiatisation, parce que pendant plusieurs semaines, à partir de cette nuit du 6 au 7 avril, la tonalité est tout autre. Il faut quand même dire un mot de cette tonalité. Le génocide, ou en tout cas, on va dire les événements au Rwanda, qui ne sont pas génocides pour les médias au tout début, est couvert dès le début, dès le 7 avril, par la grande presse. Et l'historien Jean-Pierre Chrétien, qu'on a évoqué à plusieurs reprises lors de nos débats, a bien montré assez tôt les nombreuses confusions qui caractérisent à ses débuts la couverture des journalistes français, qui mobilisent plus ou moins durablement, selon les journalistes et selon les rédactions, les grilles de lecture de la guerre ethnique, des luttes tribales, des rivalités ancestrales, pour tenter d'expliquer des massacres très souvent lus comme une conséquence de la reprise de la guerre civile entre les forces armées rwandaises et le FPR. Dès le 9 avril, les premiers jours de la couverture voient l'attention des journalistes se focaliser sur les opérations d'évacuation des ressortissants français, avec des discours plutôt rassurants des autorités françaises qui expliquent que la situation est sous le contrôle de l'armée, malgré de graves troubles interethniques. Alors, si le terme génocide a pu être mobilisé ponctuellement par certains journalistes durant cette première phase, je pense à Jean-Philippe Sépi dans Libération, à Madeleine Mukamabano par exemple, la véritable nature des massacres n'est pas relatée. Et la mort de masse se trouve le plus souvent mise à distance du fait d'images quasi exclusivement centrées sur les opérations d'évacuation des Français ou sur les combats, là très souvent à partir d'images d'archives. Et alors, à partir du 14 et du 15 avril, départ des soldats français, départ des soldats belges, les médias français et internationaux se désintéressent durablement de l'événement en cours. Tandis que le génocide s'étend au sud du pays, tandis qu'il s'intensifie avec le départ des étrangers, tandis que le contingent de la nuit noire est réduit le 21 avril, la deuxième quinzaine du mois d'avril correspond à un véritable trou noir de l'information, pour reprendre le terme de mon collègue Nathan Rera. Et Jean-Pierre Chrétien peut bien dénoncer un nazisme tropical dans l'humanité le 26 avril 1994. Le génocide s'intensifie et le monde, beaucoup plus intéressé par la mort d'Ayrton Senna ou par les premières élections démocratiques libres en Afrique du Sud, détourne le regard. Pourtant, le deuxième point, progressivement, à partir de la première quinzaine du mois de mai, l'attention se porte de nouveau sur le Rwanda. Des articles dans La Croix, les Spotivel, des articles dans l'Humanité, Jean Chatin. Et à la suite de ces articles, dans la deuxième quinzaine du mois de mai, vous avez une douzaine d'envoyés spéciaux qui sont retournés souvent au Rwanda au début du mois de mai ou dans la première quinzaine de mai, qui commencent à faire paraître une série d'articles. Vincent Mugeux, Patrick de Saint-Exupéry, Renaud Girard, Corinne Naine, Laurent Bijard, Michel Perrin, Jean-Paul Marie, j'en oublie très certainement, font progressivement, durant la deuxième quinzaine du mois de mai, émerger la réalité du génocide dans des articles. J'en cite 2 ou 3 si vous souhaitez les retrouver pour vous y référer. Rwanda, la loi du silence, dans le Figaro le 17 mai, c'est Renaud Girard qui en est l'auteur. Les abattoirs du Rwanda, le 24 mai, Patrick de Saint-Exupéry en est l'auteur. Ou La mort qui est victoire, un petit peu plus tard, le 2 juin 1994, Vincent Mugeux. Et donc, cette intervention télévisée citée en préambule de cette communication ouvre une période où, à la fois, le génocide commence très progressivement à être identifié dans sa véritable nature, même si les confusions persistent en parallèle, soyons prudents, et
Également, ce qui se produit, c'est que durant cette deuxième quinzaine de mai, commencent à apparaître des articles critiques à l'égard du rôle joué par la France au Rwanda. Alors, là aussi, j'en cite quelques-uns, il y avait des antécédents, hein, ponctuellement, fin avril, début mai, notamment dans le Canard enchaîné, mais dans cette deuxième quinzaine de mai, on peut recenser une quinzaine d'articles très critiques ou assez critiques à l'égard du rôle de la France. Là aussi, 2 ou 3 références. Michel Muller, le 17 mai, l'Humanité, Paris directement impliqué dans la tragédie. Le 18 mai, Libération fait un numéro assez largement consacré au génocide et au rôle de la France, avec notamment Alain Frilet, qui titre un de ses articles « La France prise au piège de ces accords ». Un petit peu plus tard, Patrick de Saint-Exupéry, 3 juin 1994, décide de revenir sur la coopération et la collaboration entre Paris et Kigali en 1993, Paris-Kigali, le virage de 1993, et même dans Le Monde, Marie-Pierre Subtil, le 7 juin 1994, la France est face au Rwanda. Ce n'est pas l'article le plus critique, mais il y a aussi un certain nombre de saillies contre la politique française. Alors, sans avoir ici le temps de reprendre l'essentiel des accusations portées contre la France dans cette série d'articles, je vous donne quelques éléments quand même de ce qui est reproché aux autorités françaises. J'en citerai 5 ou 6. D'abord, la non-intervention des soldats d'Amaryllis pour empêcher les massacres à Kigali durant la semaine d'intervention des soldats français. Ensuite, les contacts qui se poursuivent en plein génocide avec des membres du gouvernement intérimaire rwandais, et la presse française d'ailleurs évoque la présence de 2 membres de ce gouvernement intérimaire à la fin du mois d'avril à Paris. Le soutien financier au régime Habyarimana, les liens familiaux entre les familles Mitterrand et Habyarimana, l'évacuation par la France d'une partie de l'entourage présidentiel rwandais en avril 1994 et des livraisons d'armes effectuées par Paris au profit de Kigali. Alors l'idée n'est pas de dire qu'à l'époque déjà tout était connu, tout était révélé, ce n'était pas le cas, mais de vous montrer qu'une partie, en tout cas un petit groupe de journalistes, d'une douzaine de journalistes, multiplie les enquêtes et les articles sur ce sujet avec, à mon sens, des répercussions. Des répercussions dans la sphère politique, des répercussions sur la stratégie du gouvernement et de l'exécutif, des répercussions sur la manière dont cet exécutif va désormais communiquer. Parce qu'une partie des décisions prises fin mai, début juin, sont prises dans un contexte où la pression médiatique sur l'exécutif devient désormais assez forte. Et c'est mon 3e point, et je vais essayer de conclure en 2 ou 3 minutes sur ce 3e point, qui correspond à la nécessaire prise en compte, à mon sens, des effets de cette pression médiatique sur le processus de décision politique. Alors là, on a de nombreux indices dans la presse, mais aussi dans les archives de l'exécutif, sur la manière dont est perçue cette pression médiatique du côté du gouvernement. Alors, je vais limiter un peu l'attestation de la preuve. D'abord, l'inquiétude qui transperce à travers un certain nombre de documents officiels. Je peux citer une note, par exemple, de Bruno Delay, le 17 mai 1994, dans lequel celui-ci constate, en France, en France, à l'initiative de certaines organisations non gouvernementales, se développe dans des médias complaisants, TF1 notamment, une polémique sur la politique de la France à l'égard du Rwanda. MSF a publié une lettre ouverte au président de la République dans laquelle la France est accusée de présenter, il y a des guillemets, une énorme responsabilité dans les massacres actuels au Rwanda, pour avoir, selon cette ONG, à nouveau des guillemets, armé et financé les fidèles du président Habyarimana. Conclu, toutes ces accusations sans fondement, évidemment, sont puisées dans la propagande du FPR et seront sans nul doute reprises lors de la session spéciale de la Commission des droits de l'homme. Une inquiétude qui transparaît aussi, si l'on en croit le témoignage de Jean-Hervé Bradol lui-même, qui, dès 1998, lorsqu'il est auditionné le 2 juin par la mission d'information parlementaire, raconte la manière dont il a été convoqué à l'Élysée par messieurs Pain et Delay. Et là, je cite Bradol dans son témoignage, il dit « Ces 2 hommes semblaient très énervés par les déclarations dans la presse de Médecins sans frontières, condamnant l'implication de la France au Rwanda et la passivité des responsables français. » Bradol évoque un entretien tendu, le fait que messieurs Delay et Pain ont soutenu que la France a beaucoup œuvré pour la paix et pour la conclusion des accords d'Arusha, et il souligne aussi, Jean-Hervé Bradol, la légèreté des réponses de M. Delay face aux accusations de MSF. Alors je n'insiste pas plus sur cette inquiétude qu'on trouve de nombreuses traces. Quelle réaction dans ce contexte de pression médiatique et de cette inquiétude croissante de l'exécutif? Là aussi, il y a de nombreux signes de réaction, dans des sources de nature assez différentes. Dans la 2e quinzaine du mois de mai, l'exécutif prépare d'abord une riposte communicationnelle. Un communiqué est diffusé aux rédactions le 18 mai, un autre sera le 18 juin 1994. Un contre-argumentaire est préparé par les services d'Édouard Balladur.
Bruno Delay recense pour François Mitterrand les documents qui pourraient permettre de contrer ces accusations. Donc déjà en interne, on prépare la riposte, on prépare les éléments de langage. Deuxième élément, l'aide humanitaire apportée par la France est rendue plus visible, notamment par la forte présence médiatique de deux hommes, Philippe Douste-Blazy d'un côté, ministre délégué à la Santé, et Bernard Kouchner qui se rendra 3 fois au Rwanda durant le temps du génocide. Le dialogue avec l'autre camp, entre guillemets, rendu visible à l'occasion de la réception au Quai d'Orsay de Faustin Ouattara-Mungu, Premier ministre du gouvernement de transition à base élargie, avec lequel les Français, si l'on croit le communiqué final, partagent une large convergence d'analyse. Ça montrait qu'on n'était pas du côté des assassins et des génocidaires. Et puis, un ministre comme Michel Roussin intervient à plusieurs reprises dans l'espace public pour défendre la politique française au Rwanda. Le Figaro, 3 juin 1994, la France et le Rwanda pour en finir avec les faux procès. Je n'ai pas cité François Mitterrand, mais évidemment, le grand communicant de l'époque, ça reste François Mitterrand. Il revient lui-même sur le Rwanda dans une allocution télévisée sur TF1 le 7 juin 1994 pour insister et souligner sur l'engagement très fort de la France dans le domaine humanitaire. Alors, je vais conclure parce que je crois que mon temps est épuisé. Je pourrais prolonger sur la communication qui sera mise en place ensuite dans des débuts de turquoise, sur la poursuite de la polémique, mais je vais conclure sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est vraiment l'idée que pour comprendre les actions, les engagements, les motivations et les logiques qui président à la décision politique dans ce mois de mai 1994, il faut à mon sens aussi intégrer cette dimension médiatique et cette dimension d'opinion publique sur laquelle on a parfois, en tout cas dans certains travaux, tendance à aller un peu vite. Et la logique communicationnelle, à mon sens, fait partie des logiques qui ont permis d'obtenir un consensus au sein du gouvernement et avec l'exécutif pour motiver ou pour trouver un accord sur l'opération turquoise. Ça ne veut pas dire que c'est la seule logique, ça ne veut pas dire que c'est la logique dominante. D'autres logiques sont à l'œuvre et Guillaume Ancel a évoqué ces autres logiques il y a un instant. Mais cette logique communicationnelle me semble fondamentale pour comprendre aussi pourquoi cette opération est mobilisée et pourquoi elle est soutenue par des gens qui sont de tendances très différentes, avec, disons, des logiques personnelles ou des agendas personnels qui sont aussi très différents. Et vous connaissez peut-être les réticences initiales d'Édouard Balladur à engager des troupes au Rwanda de manière massive. Et je crois que, alors la dimension éthique et morale, je ne sais pas si elle a joué, la dimension, en revanche, reconquête de l'opinion publique à travers une opération d'envergure, alors même qu'on est, vous savez, dans cette décennie des grandes opérations humanitaires qui fonctionnent plutôt bien auprès des opinions publiques nationales et internationales, me semble assez fondamentale. Et je conclurai sur un mot aussi. En termes de recherche, on a, à raison, à mon avis, centré notre attention sur François Mitterrand et sur son état-major. Je pense qu'on a eu raison de le faire. Il y a tout un tas d'indices qui montrent aussi qu'Édouard Balladur n'est pas un acteur secondaire et qu'à bien des égards, Édouard Balladur a orienté aussi un certain nombre de logiques. Alors là, je n'ai pas le temps d'apporter tous les éléments de preuve que je pourrais apporter, mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion, parce que peut-être qu'en termes de rééquilibrage de la recherche et d'intérêt qu'on peut porter à certaines archives, voilà, certains personnages, je pense à Balladur, je pense à Roussin, je pense à Debarge, voilà, il y a des gens sur lesquels vraiment, à mon avis, on devrait peut-être enquêter plus solidement et plus nettement ce qu'on a été fait jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie et j'espère ne pas avoir trop de Merci beaucoup, François Robinet. Donc vous êtes revenu sur l'importance cruciale de cette logique communicationnelle. Une médiatisation dans laquelle le discours humanitaire revêt une importance tout aussi cruciale. Donc vous avez évoqué la figure de Jean-Hervé Bradol, ainsi que donc, la lettre ouverte de Médecins sans frontières. Il y a aussi également le slogan primordial « On n'arrête pas un génocide avec des médecins ». Ce qui m'amène donc à me tourner vers vous, Annie Faure. Vous êtes donc médecin, vous êtes actuellement pneumologue à Paris. Vous étiez présente au Rwanda lors du génocide de 1994. Vous étiez au service de pédiatrie de l'hôpital de Gaïni. À votre retour, vous avez publié, donc presque à chaud, en 1995, votre témoignage intitulé Blessures d'humanitaire, dans lequel vous portez un regard particulièrement critique sur l'action humanitaire qui a été déployée dans le cadre de Médecins du Monde au Rwanda. Vous y dénoncez également ce que vous appelez le silence assourdissant de la communauté internationale sur le génocide. Vous revenez notamment sur l'attitude paradoxale de la France,
qui, je vous cite, recueille les enfants d'un pays dont elle a cautionné la destruction. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus sur votre expérience, en sachant donc, que vous avez participé à plusieurs autres missions humanitaires avant le Rwanda, donc notamment en Birmanie et au Soudan, donc toujours pour Médecins du Monde. Quelle était, selon vous, la spécificité ou la radicale nouveauté de votre expérience humanitaire au Rwanda? À quel moment avez-vous pris réellement conscience qu'il ne s'agissait non plus d'une simple crise humanitaire, entre guillemets, et d'un génocide? Merci beaucoup. Bon, j'ai préparé un texte à peut-être pas répondre à toutes les questions que vous avez posées, mais c'est plutôt un billet d'humeur. Ça fait 25 ans que je vis avec le Rwanda. Ça fait 25 ans que tous les jours des images viennent dans ma tête. Vous avez posé beaucoup de questions, il y a beaucoup de temps pour répondre à tout. Moi, je vais simplement faire quelque chose qui est hors sujet, mais en tout cas, c'est quand même un témoignage de ce que j'ai pu voir à l'hôpital de Gagny, et je pourrais développer les questions posées tout à l'heure. Alors, je lis le texte parce que c'est toujours difficile pour moi de parler sans lire, parce que c'est un peu dur. Voilà. J'ai l'honneur aujourd'hui de participer à cette table ronde. J'ai l'honneur aujourd'hui de participer à cette table ronde Agir face au génocide des Tutsis, la France et la communauté internationale et leurs responsabilités. Je remercie Camille Spuquet qui m'a invité sur la proposition d'Hélène Dumas, elle-même embarquée courageusement sur ce radeau malmené par le vent et les courants négationnistes. Alors le billet d'humeur, ça commence par une phrase que vous avez peut-être entendue il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, on est typiquement dans le genre de cas où on avait, j'allais dire, des salauds face à d'autres salauds. Je pense qu'on n'avait pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants dans cette histoire. Natacha Polony. C'était dimanche, un jour de repos. Cette phrase jaillie de la radio de France Inter a été une souffrance aiguë, comme un coup de poignard dans le dos. Elle m'a ramené 25 ans avant, avec Médecins du Monde, dans l'hôpital de Gagny, où ce qu'il en restait. Certaines salles étaient restées en l'état, c'est-à-dire saccagées, le sol jonché de seringues, les bureaux éventrés. J'imaginais les hommes terrés sous les tables, exécutés pour n'avoir pas su se recroqueviller dans ces tiroirs encore béants. La même souffrance aiguë quand le journal Le Monde, sous l'influence de Colombani, ami du président François Mitterrand, réduisait l'analyse des génocides à un règlement de compte interethnique. Le Libéné choisi repris à l'envie à l'époque était les massacres interethniques. 1 contre 1. Et dans cette salle de pédiatrie où des enfants tutsis, aux tendons d'Achille sectionnés, au crâne fendu, pâle d'avoir tant saigné, la phrase tournait en boucle dans ma tête. Il est où le interethnique? Il est où le interethnique? Tandis que la radio d'Émile Colline vociférait, couper les pieds des enfants pour qu'ils marchent toute leur vie sur les genoux. Au Rwanda, en 1994, sur le gris de la route désertée, gisait une sandalette menue en plastique rouge, échouée, éclatante et célibataire. Celle d'un enfant arraché dans sa fuite, rouge comme la robe de la petite fille dans la liste de Schindler. Cette petite sandale rouge me hante depuis 25 ans. Je me souviens de toi. Tu as 10 ans, fillette allongée sur la table d'examen de la salle de pansement du bloc de l'hôpital de Gagny. Si frêle, ton regard est fixe, plein rapport de tes jours d'errance, plein rapport des corps mutilés. Ta cuisse est ouverte, une plaie béante et rouge. Je n'arrive pas à retenir ton nom. Je te nomme mentalement la gazelle, avec un arc défini, majuscule, pour redonner un nom propre à ton enfance saccagée de Tutsi. Après l'opération, tu es soigné dans le service de pédiatrie. Les poids qui tirent tes jambes immobilisent et te font souffrir. Tu n'as pas faim, tu es fatigué. Je m'agite. Dérisoire, je jongle avec les perfusions, les antibiotiques. L'escarpe débute vite, les mouches se collent sur les pansements suintants. Les asticots finissent par attaquer les pullulent. Tous les jours, ta hanche et ton bassin sont toilettés. Je ne peux plus supporter ni ton regard fiévreux, ni ton questionnement silencieux. Tu es morte, la gazelle, et je me souviens de toi. Je me souviens de toi, Angélique, ton cri strident, ininterrompu, qui emplit la cour de l'hôpital. Après l'exécution de ta mère, tu as été jetée sur un tas de cadavres dans une fosse septique. Tu as 6 ans, tu hurles, les paupières plissées de crier, le cou tendu, immobile, tu repousses mes mains. Ta démarche est maladroite et précautionneuse. Tes jambes sont légèrement écartées. Le diagnostic éclate comme une évidence. Tu as été violée par ceux qui ont tué ta mère, pour te punir d'être une femme, Tutsi, l'objet de tant de convoitises et de frustration, pour obéir aux injonctions antérieures à la solution finale, le génocide lent, détruire la sphère génitale des Tutsis. Je te prends dans mes bras, je t'amène au bloc.
Tu serres convulsivement les jambes, tu sanglotes. De fortes doses d'hypnotiques seront nécessaires. Tes cuisses sont bleuies par le frottement. Je me souviens de toi, je me souviens de ta renaissance. Je me souviens de tes ongles vernis de rouge, de ta robe en dentelle, ramenée d'Ouganda, de tes œillades complices. Tu es vivante, je me souviens de toi. Malheureusement, on est typiquement dans ce genre de cas où on avait, j'allais dire, des salauds face à d'autres salauds. Je pense qu'on n'avait pas d'un côté des gentils et l'autre les méchants dans cette histoire. Nous sommes le 12 juin. Un Rwandais arrive en 4x4 dans la maison de médecin du monde. Il cherche un médecin vite. Je ne comprends pas, mais ce regard impérieux me jette dans le 4x4 avec le logisticien Richard. Nous arrivons près de Kayonza, non loin de la route. Dans un champ, les formes gisent au sol. Les miliciens Hutus ont surpris les survivants Tutsis réunis. Il y a plein de corps allongés, déjà recouverts. Il y a 30 morts. 2 hommes survivants. Un gamin de 7 ans, tailladé, la joue droite pendante, l'œil gauche écrasé, le front tranché, l'index sessionné, la routine. Ma main cherche la carotide, l'autre glacée devant la bouche, aux lèvres fendues, boursouflées, arrachées, guette un souffle de vie. Je suis muette et froide de haine. Sur la route toute proche passe un gros camion. Un camion de l'ONU, dans les tons bleus. J'agite les bras. Le camion ralentit, s'arrête. Un homme en descend. Il est grand, il a le look parfait Nations Unies. Il a le costume complet, la casquette, le gilet pare-balles et la veste multipoche. Il n'est pas là pour nous aider, le représentant des Nations Unies. Il n'est pas là pour s'occuper de ces blessés-là. L'ONU va au secours des réfugiés qui vont au Zaïre. Avant, c'était ceux qui allaient en Tanzanie. L'ONU s'occupe toujours des réfugiés. Elle redore son blason avec des réfugiés. En avril, les Nations Unies, dont la France, a voté en majorité le retrait des casques bleus du Rwanda. Les casques bleus sur ordre ont livré les Tutsis à l'apocalypse ce jour-là, au mois de juin. Encore et toujours, les Tutsis sont au second plan. L'ONU et l'opération turquoise protègent ceux qui fuient, beaucoup d'anciens tueurs, les amis de la France, et abandonnent encore et encore les rares rescapés Tutsis survivants. Malheureusement, on est typiquement dans le genre de cas où on avait, j'allais dire, des salauds face à d'autres salauds. Je pense qu'on n'avait pas d'un côté les gentils et l'autre les méchants dans cette histoire. Alors, ça c'est vraiment dédié à Natacha Polony parce que je crois que je l'ai vue, en vrai, en homme, au Rwanda en 1994. C'était un jeune homme blanc en pantalon de camouflage. Il est journaliste, enfin peut-être. Il est venu faire une enquête. Je me souviens plus son agence de presse ou le journal. Il est venu voir par hasard, puisque je suis médecin, si je connaissais un enfant dont les parents ont été tués. Enfin, un enfant dont les parents ont été tués par l'armée patriotique rwandaise, par le FPR. Il cherche un enfant dont les parents Hutus auraient été salement exécutés par les hommes de Kagame. Évidemment, il ne dit pas Hutu, il ne dit pas Tutsi. Il est juste là pour faire une enquête, pour faire une enquête. Le pour, le contre, 2 poids, 2 mesures. Il est juste là, au service hideux de la relativité. Il n'y a pas vraiment de génocide, juste une grosse colère interethnique. Cet homme-là, fringant, au visage trop lisse, sème devant moi au Rwanda, à 2 pas des enfants muets de terreur, les graines du négationnisme. Malheureusement, on est typiquement dans ce genre de cas, on avait, j'allais dire, des salauds face à d'autres salauds. Je pense qu'on n'avait pas d'un côté les gentils et l'autre les méchants. Alors, on m'a demandé aussi de parler de l'argent humanitaire. Donc, pour faire simple, quand j'étais avec Médecins du Monde, à l'IMI, du côté de l'FPR, on n'était pas beaucoup. Je crois que j'étais le seul médecin français en Rwanda à ce moment-là. Il y avait un chirurgien, il y avait un anesthésiste, il y avait une infirmière, on n'était pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup de moyens, on n'avait pas les moyens de faire des tests pour le sida, on n'avait pas les moyens de s'occuper des transfusions sanguines, enfin, on n'avait pas grand-chose. Et en même temps, il n'y avait pas beaucoup de malades. C'est ça un génocide, c'est qu'il n'y a personne dans les hôpitaux, tout le monde est mort. On m'a aussi demandé de parler de l'argent humanitaire. Donc à l'époque, simplement pour vous rappeler ce qui s'est passé au moment de l'opération turquoise, les réfugiés se sont rués au Zaïre, et là, les tiroirs caisses de la communauté internationale se sont ouverts. Donc je l'écris dans mon livre, je vous le redis là. Et ça m'avait révolté. En tout état de cause, c'est bien la manne de la communauté internationale destinée aux réfugiés du Zaïre et de Tanzanie qui a cristallisé les ONG sur les camps Hutus. Tous les ONG aspiraient, c'est une haute aspirant pour l'argent humanitaire partout au Zaïre.
Les Rwandais de l'intérieur survivants des massacres n'ont eu qu'une portion congrue. Il y a eu 700 millions de dollars qui ont été débloqués pour les camps abritant les tueurs, contre 300 millions pour les victimes du génocide. Enfin, plus nombreuses. Pour les catastrophes médiatisées, l'aide humanitaire ne manque pas d'argent, les subventions aux ONG ne font qu'augmenter. La part des fonds publics subit une ascension importante, et évidemment problématique. Elle est passée de 3% en 1973, c'était à longtemps, et 40% en 1985, je sais plus les chiffres actuellement. Maintenant, la plupart des organisations non gouvernementales françaises sont financées à plus de 50% par la communauté européenne. Donc l'argent de la CE émane des États qui la composent, dont la France. La décision du gouvernement français est liée à ses ambitions politiques étrangères. L'inflation de l'argent public est dangereuse pour l'indépendance des associations. Elles mettent en jeu leur crédibilité humanitaire en allant secourir les blessés privilégiés par les bailleurs de fonds. Leur blason non gouvernemental est erroné. Le débat public, privé, indépendance, assujettissement a débuté en 1988 sous l'initiative de Kouchner, en fait. La création du secrétariat d'État à l'action humanitaire était paradoxale en soi. Certaines ONG se meuvent en opérateurs de la communauté européenne. Le drame rwandais le démontre. L'épidémie de choléra en juillet a ouvert les tiroirs caisses des instances internationales. Le choléra touchait les réfugiés fuyant au Zaïre. Parmi eux se trouvaient les membres de l'ancien gouvernement rwandais, c'est-à-dire les responsables du génocide. Parmi eux, les amis de la France. Les camps de réfugiés en Tanzanie ou au Zaïre sont des palaces comparés au taux de victimes du génocide s'entassaient à 8 km de Kigali, donc là où j'étais. Les Rwandais affamés, écœurés, voyaient passer les camions du World Food Programme vers le Zaïre, vers les camps des miliciens, qu'aucune décision internationale n'empêchait de s'entraîner pour finir le travail, l'achèvement du génocide. Voilà tout ce que je peux dire sur En 2004, L'inavouable, La France au Rwanda, et en 2014, la bande dessinée La fantaisie des dieux, Rwanda 1994, avec l'illustrateur Hippolyte, dans laquelle vous revenez notamment sur les événements bicécéraux et la découverte des charniers. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons surtout évoqué le moment des faits en 1994. Est-ce que vous pouvez revenir sur la période non moins cruciale de l'après-génocide ? Oui, bonjour, merci pour l'invitation, merci à tous les organisateurs et merci à vous qui avez fait le déplacement et consacré du temps à cette histoire. Juste pour me situer un peu dans ce dossier, moi je suis journaliste. La première fois que je viens à Kigali, c'est en 90, j'y retourne en 93, je suis présentement en génocide, en turquoise, puis après encore, et voilà. C'est juste pour situer, donc vu les richesses de toutes les interventions et le champ, la richesse du champ abordé toute la journée, je me suis posé une question, est-ce qu'il est possible d'aller juste un peu plus loin dans l'histoire, c'est-à-dire traiter de la période de 94-98, qui est une période relativement peu explorée. Et donc je me situe à la fin juillet 94, sur la base à la fois de témoignages et d'informations recueillies. Enfin, de témoignages, j'étais sur place. Nous sommes à la fin juillet 94, le gouvernement intérimaire rwandais, celui-là même qui a été constitué 3 mois plus tôt, début avril, à l'ambassade de France de Kigali, et qui vient de mener le génocide des Tutsis pendant 100 jours, s'est réfugié au Zaïre. C'est une débâcle, mais plutôt ordonnée. La radio des 1000 collines, qui a encouragé l'extermination, est là. Les forces armées rwandaises aussi, qui ont passé la frontière avec armes, souvent, camions, voitures, bagages et uniformes. Elles ont accompagné des centaines de milliers de civils, plus d'1 million, poussés sur les collines par les irréductibles du génocide. Poussés sur les routes, par les irréductibles du génocide. Cette marée humaine qui déferle sur le Kivu au Zaïre est un bouclier pour les irréductibles, l'arme de la revanche à venir aussi. Pour ces extrémistes, l'exil marque un revers, pas la fin de la guerre. J'interviewe à Goma, au Zaïre, le 27 juillet 1994, le général Augustin Bizimungu, chef d'état-major des forces armées rwandaises, ces forces armées qui menèrent tout à la fois le génocide et la guerre contre le FPR de Paul Kagame. Reconnu coupable plus tard de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité par le tribunal pénal international sur le Rwanda et condamné à 30 ans de prison, ce général ne reconnaît pas la défaite. En cet été 1994, il dit «
vouloir poursuivre la guerre. Assène que le FPR s'est incrusté au Rwanda, incrusté, comme on parlerait d'un kyste, et affirme que le FPR veut exterminer tous les Hutus. Ce sont des citations. Un revers, un simple revers, disais-je. Les camps de réfugiés rwandais au Zaïre sont d'immenses chaudrons de haine. Les quelques Tutsis emportés dans les débats qui sont assassinés à la nuit tombée, débranchés aussi des perfusions quand apparaîtra le choléra. L'appareil génocidaire, un temps désorganisé, s'y reconstitue. Les réserves de la Banque nationale rwandaise, la banque centrale du pays, sont transférées sur des comptes éparpillés à travers le monde, dont la BNP, agence de Paris-Courcelles en France. À Paris en France, pardon. L'aide humanitaire déversée à grand flot avec l'épidémie de choléra qui fait près de 10 000 morts est détournée pour constituer un trésor de guerre. Les structures administratives mises en place au Rwanda du temps du génocide, maillage serré des populations sous l'autorité du bourgmestre et des préfets, supervisés par les extrémistes du noyau dur de l'extermination, renaissent. C'est un revers. La guerre n'est pas terminée. Il faut finir le travail. Le travail, c'est euphémisme pour l'extermination des Tutsis. À quelques kilomètres de ces camps de réfugiés au Zaïre, parfois moins de 5 kilomètres, au Rwanda donc, la situation est tout autre. Le pays est exsangue. La vie a comme été gommée. Les tôles des toits ont été emportées au Zaïre. Les voitures et les camions aussi. Les télés, les radios, les réserves de vivres. Tout ce qui avait un petit peu de valeur. Dans les ministères à Kigali, il ne reste pas une machine à écrire, pas un téléphone, pas même du papier toilette. Un pays entier, pour ainsi dire, nettoyé par le vide. Parsemé de fausses communes, entre 800 000 et 1 million d'assassinés, victimes du génocide. Des tués dans des fosses septiques, dans les maisons, dans les églises, dans les stades, dans les écoles, au bord des routes, au milieu des forêts, sur chaque colline, partout. Un effluve épais de décomposition humaine, dans les champs de thé, dans les bourgs, le long des plantations de bananiers ou de haricots. Les vivants sont pour beaucoup des survivants, des rescapés, qui marchent hébétés, la plupart du temps dans l'incapacité de parler, de raconter, de témoigner. Ces témoignages si rares, si précieux, qui seuls permettent de comprendre. Ces mots fragiles, qui plus tard seulement viendront briser le silence. Le silence, ce marqueur absolu du génocide. Voilà donc en quelques mots l'héritage des SO-FPR de Paul Kagame. Voilà l'état des lieux au milieu de l'été 1994. Et à Paris, rien n'a changé. Le génocide est passé, mais il n'a pas été acté. Rien n'a donc changé. Le FPR reste l'ennemi qui vient d'infliger une défaite politique, diplomatique et militaire. Par voie de conséquence, l'ennemi de mon ennemi étant mon ami, les extrémistes, ceux qui viennent de commettre ce génocide non acté par les décideurs français, conservent les faveurs de Paris. Cela peut paraître incroyable, c'est pourtant incontestable. Le sommet franco-africain organisé en novembre 1994 à Paris en atteste. C'est le 18e, toujours une grand-messe. Alors que le président Mobutu du Zaïre est la vedette du sommet, le Rwanda dirigé par le FPR n'a pas été invité. Ce pays qui vient de traverser un génocide est ouvertement ostracisé par Paris, qui bloque tous les programmes européens d'aide à la reconstruction, en faisant valoir systématiquement son droit de veto. Veto sur veto. Plus que cela, pendant ce sommet, le président François Mitterrand pose en personne et en majesté la base du négationnisme à venir, en introduisant et légitimant du même coup la notion de double génocide. Je le cite. De quel génocide parlez-vous, monsieur? De celui des Hutus contre les Tutsis ou de celui des Tutsis contre les Hutus? Lance François Mitterrand en réponse à une question de la presse. Oui, dès novembre 1994, 3 mois à peine après la fin du génocide des Tutsis, cet événement singulier, un président de la République française se fait le porte-voix des extrémistes qui viennent de commettre le crime des crimes, le porte-voix de ce chef d'état-major des forces armées rwandaises, Augustin Bizimungu, par exemple, qui me disait, et j'évoquais tout à l'heure, que l'FPR était un kyste qui entendait, je cite, exterminer tous les Hutus. De quel génocide parlez-vous, monsieur? De celui des Hutus contre les Tutsis, de celui des Tutsis contre les Hutus. Pratiquement, c'est un coup de poker. L'Élysée
de hauts décideurs politiques et militaires, ce lobby militaire mis en cause par le général Jean Varret, ont eux aussi perdu la première partie avec la défaite des extrémistes, leurs alliés. Et plutôt que d'essuyer la perte, ils décident de doubler la mise. Le Rwanda était perdu, le Zaïre est mis au pot, pour se taire. C'est une partie de poker, menteur. Pour rétablir un certain équilibre, comme on le lit dans une note du général Christian Queneau, chef d'état-major particulier à l'Élysée, à l'attention de M. le Président de la République, nous disposons des moyens et des relais d'une stratégie indirecte. Cette note, datée du 6 mai 1994, est toujours d'actualité en cet été 1994. En cette fin 1994. Clairement, à ce moment-là, nous ne tordons pas le bras aux extrémistes qui ont mené le génocide, comme le répète depuis la satiété Hubert Védrine, qui est alors secrétaire général de l'Élysée. Non, nous ne cherchons pas à leur tordre le bras. Nous leur prenons la main. Nous les guidons, nous les orientons, nous les appuyons. Par une stratégie indirecte. Je reprends les mots du général Queneau, qui passe par le régime de Mobutu et sa proximité avec les génocidaires, qui passe aussi par l'ambassade de France à Kinshasa, qui aide à la fourniture d'armes, officiellement au Zaïre, mais en réalité au noyau dur du génocide, qui passe enfin par l'appui discret et les contacts maintenus avec les irréductibles du génocide, comme le colonel Bagosora. Le rôle de l'ambassade de France à Kinshasa est extrêmement important dans ces années-là. Ceux qui sont curieux sur le sujet peuvent regarder le personnel qui travaille et l'itinéraire des gens qui travaillent. En ce même mois de novembre 1994, une section de MSF annonce se retirer des camps du Kivu au Zaïre, ceci étant transformé, dit-elle, en base arrière pour la reconquête du Rwanda à travers les détournements massifs de l'aide, la violence, les recrutements forcés, la propagande et les menaces contre les candidats au rapatriement. Peu après, tout MSF se retire des camps du Zaïre. Les raids armés partent des camps du Zaïre vers l'intérieur du Rwanda se multiplient. Les infiltrations et les incursions aussi. Les camps de déplacés intérieurs Hutus, laissés en place au Rwanda au départ de l'opération Turquoise, servent de base relais et de havre à ces actions d'infiltration. La tension ne cesse de croître. Elle éclate à Kibéo, au sud du Rwanda, le 22 avril 1995. Après des semaines de heurts larvés et de tensions persistantes, les nouvelles autorités rwandaises décident de démanteler ce camp de 100 à 150 000 déplacés intérieurs, très majoritairement Hutus, où s'abritent nombre d'extrémistes. La situation dérape, la confusion est totale, des tirs nombreux résonnent. Selon les estimations, les affrontements font de 2 à 4 000 morts. Le chiffre est impressionnant. La responsabilité de ces morts incombe essentiellement aux nouvelles et fragiles autorités rwandaises, quand bien même la volonté de provocation semble avérée. Le camp de Kibéo est démantelé, un prix très lourd, on l'a vu. Les déplacés intérieurs Hutus regagnent leurs collines. Restent les camps de réfugiés proches du Rwanda, dont ceux du Zaïre, qui sont autant de bases arrières pour la reconquête, pour, je reprends ces mots, finir le travail, et qui sont de plus en plus actifs. En novembre 1995, Kigali entame le démantèlement des camps de Goma. L'opération est d'envergure, visant une population de l'ordre de 3 à 500 000 personnes. Elle est mieux préparée qu'à Kibéo. Une issue est laissée ouverte vers le Rwanda, une autre vers les profondeurs de Zaïre. Le flot humain se scinde, des centaines de milliers de personnes prennent le chemin du retour vers le Rwanda, les autres, où se mêlent irréductibles et civils emportés par le flot, s'enfoncent dans le Zaïre. Avec quelques confrères, je suis présent à Goma lors de cette opération en novembre 1995. Nous tombons alors sur une partie des archives du noyau dur du génocide, abandonnées dans la précipitation au lieu-dit de Katalé. Ces archives sont édifiantes. Planification, organisation, entraînement, financement, trafic d'armes, propagande à mener, recrutement, tout est détaillé, noir sur blanc, avec une minutie maniaque. Des devis pro forma de fourniture d'armes émanant de sociétés parapubliques françaises sont également retrouvés. La commande n'a pas été honorée, mais sans feu vert des autorités françaises, aucun devis n'aurait pu être émis, ce que confirme le directeur de l'une de ces sociétés. La chute des camps de Goma marque le début de la première guerre du Congo. Lancée à la poursuite du noyau dur du génocide,
qui se protège avec son bouclier humain de civils, les forces militaires du Rwanda s'enfoncent de plus en plus dans ce pays continent qu'est le Zaïre. Elles harcèlent les fuyards, les repoussent de plus en plus loin et affrontent également les forces armées zaïroises, pas les plus dangereuses, mais néanmoins encore un peu opérationnelles. Les morts sont nombreux. Aucun bilan réel n'existe vraiment. Les chiffres sont une base à la polémique. Je ne donnerai pas de chiffres, mais quand je dis les morts sont nombreux, ils sont nombreux. Les massacres ponctuent la retraite. Des crimes de guerre sont commis par les soldats rwandais. Des crimes contre l'humanité aussi. Mais, ce n'est pas un génocide. Ce sont des massacres. Le sang coule, oui, mais je le répète, ce n'est pas un génocide. C'est une guerre. Une très sale guerre. Le fruit d'un coup de poker menteur où Paris a doublé la mise pour tenter de se refaire. Mais le bluff ne marche pas. Le double génocide prophétisé par François Mitterrand ne se produit pas. François Mitterrand, justement, meurt en janvier 1996, peu après avoir cédé la présidence de la République à Jacques Chirac, élu en mai 1995. Cette crise-là, qui démarre en novembre 1995, cette première guerre du Congo, et donc en 96, oui, pardon, et donc gérée par Jacques Chirac et un gouvernement de droite dirigé par un Premier ministre, Alain Juppé, qui fut ministre des Affaires étrangères pendant la cohabitation et qui connaît donc bien le dossier. L'engagement de Paris ne fléchit pas. Des mercenaires yougoslaves sont envoyés par l'Élysée à la rescousse du président zaïrois Mobutu. Ils opèrent avec les rares forces zaïroises encore en état et avec le noyau dur du génocide. Sans guère de résultats. En mai 1987, je vois à Kinshasa les soldats rwandais défiler en bon ordre sur les boulevards de la capitale zaïroise. En mai 1987, je vois aussi, à Kinshasa toujours, l'ambassade de France en train de brûler ses archives. Mobutu fuit l'ambassade de France de Kinshasa. Mobutu fuit, il meurt quelques mois plus tard en exil. En France, un troisième gouvernement de cohabitation est formé en juin 1997 sous la présidence de Jacques Chirac. Lionel Jospin est Premier ministre, Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand pendant le génocide, devient ministre des Affaires étrangères. La continuité de la politique française vis-à-vis du Rwanda est assurée par le gardien du temple mitterrandien. Le tribunal pénal international sur le Rwanda a été créé après de longues tractations sur la base de la résolution 955 adoptée le 8 novembre 1994 par l'ONU. À l'époque, Paris a bataillé pour que la compétence du tribunal s'exerce uniquement sur l'année 1994. Les juges ne peuvent donc pas examiner et pas plus prendre en compte l'avant 1994 ni l'après 1994. C'est un mandat biaisé, Paris l'a voulu ainsi, pour se protéger, bien sûr. En octobre 1997, la Cour d'Arusha a déjà prononcé quelques jugements importants. Alors, visiblement, en écoutant Raphaël, je me suis peut-être trompé un petit peu sur les dates. Par Raphaël, tu parlais de 98 sur les premières condamnations. Moi, il me semble que c'est plutôt 97. Il faudrait que je vérifie, j'ai pris le temps de regarder ce point-là. Voilà, mais il me semble qu'à l'époque, en octobre 87 ou en novembre 87, la Cour d'Arusha a déjà prononcé plusieurs jugements importants. La culpabilité des responsables du gouvernement intérimaire rwandais soutenu par Paris ne fait aucun doute aux yeux de la justice internationale. Des peines ont été prononcées, les avez recueillies. Je suis... Excusez-moi, Patrick de Saint-Exupéry. J'ai presque fini. D'accord. C'est vraiment 2 minutes. Merci. Je suis alors appelé à témoigner à Arusha dans le cadre du jugement du préfet de Kibuye, Clément Kelishema. J'assiste à quelques audiences ne relevant pas de l'affaire où je dois témoigner. Je suis effaré. Je vois en pleine audience des accusés menacer des témoins, doigts tendus. Toi, tais-toi, fais attention à toi. Tu sais bien que nous n'avons pas fini le travail. Je vois des avocats de la défense des accusés ridiculisés avec mort et arrogance les rescapés. Je vois la cour, parfois au sourire s'essaillir. 2 points me frappent de plein fouet à Arusha en septembre 1997. Près de 4 ans après le génocide des Tutsis, la volonté de poursuivre l'extermination, de la mener jusqu'au bout, jusqu'au dernier Tutsi, si je puis dire, est ouvertement confirmée en plein tribunal. Ni remords, ni regrets, ni excuses, juste
Nous allons finir le travail. Oui, nous allons le finir. Deuxième point, le discours négationniste, initié par François Mitterrand lors du sommet franco-africain de Biarritz, tourne ici à plein régime. Les accusés de génocide, regroupés à Arusha pour y être jugés, cantinent ensemble, disposent d'une bibliothèque, de moyens de communication. Ils ont du temps libre, beaucoup de temps libre, pour construire un discours de déni. Dans l'attente de leur jugement, ils n'ont que ça à faire, affûter leurs arguments, les polir, les durcir, pour mieux réviser l'histoire. Dans le même temps, je constate que les rescapés, si fragiles et souvent isolés, doivent subvenir au jour le jour leurs besoins, sans bibliothèque, sans cantine, sans moyens de communication. Je décide alors de retravailler sur ce génocide sans importance, selon le mot de François Mitterrand. Et en février 1998, une mission d'information parlementaire sur le Rwanda sera finalement mise en place à Paris, mais c'est une autre histoire. Et je tiens juste à signaler un petit fait qui date d'hier, ce sera mon dernier point, c'est que hier, il s'est quand même passé un événement très significatif. Le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Gisozi au mémorial de Kigali pour rendre hommage aux rescapés, aux victimes du génocide des Tutsis. C'est un tournant extrêmement important, et là aussi, c'est l'échec total d'une politique menée par Paris dans la continuité de 90 à aujourd'hui. Après une telle journée, évidemment, la conclusion va être très rapide, elle va prendre vraiment 2 minutes, et je ne la fais que parce que les organisateurs, que je salue, nous ont demandé. Donc, le thème de cette dernière table ronde, c'était l'action, l'agir. Évidemment, et cette question de l'agir surplombe en fait la table ronde également précédente, sur la question du juger. L'action face au génocide des Tutsis rwandais, c'est évidemment une action de connaissance sur le génocide lui-même en tant que tel, et une action aussi qui concerne bien sûr la dénonciation, le mot n'est pas trop fort je pense, de ce qu'a été la politique française entre 1990 et 1995 et très au-delà, puisque Patrick de Saint-Exupéry nous a rappelé ce temps long du dévoiement de la politique française en ce domaine. Les modes d'action, eh bien, finalement, ils sont multiples, et on les a vus au cours de cet après-midi. Je ne suis pas là ce matin, mais je vois bien quand même de quoi il était question. Il y a bien sûr l'action judiciaire, cette action judiciaire, 3 condamnés en 4 procès, je pense en première instance et en appel, après 20 années, plus de 20 années d'attente, un processus très lent dont l'essentiel est encore devant nous. C'est évidemment un mode d'action capital. Il y a aussi d'autres modes d'action, évidemment, la création artistique, les créations artistiques et littéraires font partie prenante, bien sûr, de l'action que nous souhaitons tous ici mener. Le travail, l'action des journalistes, remarquable depuis longtemps, Patrick de Saint-Exupéry est là pour l'illustrer. Il me semble que dans ces dernières années, il y a une intensification du travail journalistique, une intensification remarquable. Et je n'aurais garde d'oublier, en plaidant un peu pour ma paroisse, le travail de recherche en sciences sociales qui est un mode d'action en soi. On ne s'en rend pas suffisamment compte, je crois, mais je suis persuadé que tout ce qui peut être fait en ce domaine risque de tomber en poussière si la recherche en sciences sociales sur ce génocide et sur toutes les complicités qu'il a pu trouver, y compris dans notre pays, si ce travail de recherche ne progresse pas, n'est pas mené à bien, n'est pas poussé dans toutes les directions. C'est ce que j'essaierai d'expliquer à Kigali lors du colloque qui va précéder les commémorations dans la semaine prochaine. Il me semble que d'immenses efforts seront encore nécessaires en France pour aboutir au discours de vérité que depuis longtemps j'appelle de mes voeux. Je ne suis pas le seul, bien sûr, à l'appeler de mes voeux. Je crois que ces efforts se heurtent d'une part à... nous sommes entravés, peut-être même écrasés, je suis assez sensible à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, par l'indifférence, bien sûr, de l'opinion publique englobante, qui est certainement un des graves problèmes qui est devant nous, et ce qui a été dénoncé tout à l'heure dans la table ronde précédente, par exemple ce vide des salles d'audience lors des procès
d'assises qui ont lieu depuis 2014 se vide de journalistes, vide de public, vide d'étudiants en droit, est évidemment en soi extraordinairement symptomatique. Un autre obstacle, évidemment, qui est devant nous, je suis au regret de le dire, c'est la duplicité du pouvoir politique français actuel, qui se lie très bien dans les exclusives prononcées, donc, notamment pour la composition de cette mission d'enquête qui va donc être annoncée très officiellement, très prochainement. Et je dois dire qu'après avoir eu quelque espoir depuis 2 ans, et après 10 ans d'efforts, en ce qui me concerne, il y a ici des gens qui font cet effort depuis bien plus longtemps et que je salue, mais après 10 années d'efforts historiques, d'efforts de recherche, d'efforts de formation d'une nouvelle jeune recherche sur ce sujet, nous avons besoin d'une jeune recherche extraordinairement bien formée, vu ce qu'il attend. Après, voilà, nombreuses notes écrites au président de la République, après avoir plaidé depuis longtemps pour qu'une commission d'enquête française indépendante puisse voir le jour, eh bien, je dois dire que je n'ai jamais été aussi pessimiste qu'aujourd'hui. Je voudrais remercier, ça me paraît indispensable, les étudiants de Sciences Po et de l'ENS pour cette journée intense, magnifiquement bien montée, qui s'intègre dans la longue chaîne d'efforts qui doit nous relier à l'avenir. Et comme maintenant je suis un vieux prof, eh bien, ça me permet, voilà, avec beaucoup d'aisance, de féliciter les étudiants qui nous ont fait